plus difficile de trouver une définition qui est, enfin, en tout cas qui s'appuie sur les fondamentaux et sur les bases en fait historiques de ce qu'est la naturopathie. Parce que la plupart du temps, vous avez dû l'entendre, parfois lorsqu'on demande ce que fait un naturopathe, on dit: «Oh bah, il soigne avec des plantes». Donc ça, c'est extrêmement réducteur parce qu'en fait, voilà, déjà nous ne soignons pas, ça n'est pas notre vocation et notre fonction, hein, ça c'est le travail du médecin que d'intervenir sur la maladie. Nous, en fait, nous intéressons plutôt au terrain, donc à une vision beaucoup plus large et une approche globale de la santé qui prend en compte aussi bien la partie physique, la partie psychique, la partie émotionnelle, et qui prend en compte aussi l'environnement d'un individu. Donc, ce sont beaucoup de paramètres qui vont être analysés de façon à pouvoir apporter une réponse sur certains déséquilibres ou dysfonctions qui seront constatés, mais pas directement en intervenant sur des symptômes ou sur une maladie. Alors, la philosophie de la naturopathie s'appuie, et je vais remonter, j'aime bien faire ce petit point, même si, voilà, j'ai très peu de temps, mais je vais quand même repartir des origines. L'origine de la naturopathie en Europe, ce sont des origines gréco-latines, particulièrement grecques, avec, l'école des médecins, d'Hippocrate sur l'île de Kos. Il y avait également une école de médecine à Rhodes, mais qui a été moins connue et dont on a moins parlé, mais en tout cas pour Hippocrate, c'est un médecin qui à l'époque est quelqu'un de très observateur. Il est descendant d'une très longue lignée, on dit qu'il descend même voilà, du dieu Asclépios, voilà, d'où le nom aussi de notre école, Esculape, latinisé. Et en fait, tous ces médecins à l'époque voyaient plutôt la maladie comme quelque chose d'assez magique, un sort qui nous était jeté, ou alors la colère des dieux, ou quelque chose qui, à un moment, parce qu'on avait désobéi à tel ou tel précepte, pouvait nous tomber dessus. Et Hippocrate s'est dit quand même, c'est assez surprenant, sur ma petite île de Kos, j'observe que les personnes qui sont sur la côte est ou la côte ouest, qui sont plutôt du côté des collines et des montagnes, ou plutôt de la mer, ou qui boivent à telle eau ou à telle autre eau, n'ont pas forcément toujours les mêmes maladies, et ça se répète. Donc cette observation déjà l'intrigue, et il se dit: «Tiens, mais je pense quand même que, les facteurs environnementaux, l'alimentation, la manière dont les personnes vivent, les métiers également, la manière dont ils gèrent aussi leur esprit», hein. À l'époque, on parlait de psyché, l'âme, voilà, donc c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui la notion, de psychologie, de psychothérapie, ou de gestion des émotions, mais en tout cas, le comportement de l'être humain était aussi important pour Hippocrate. Donc c'est toutes ces observations qui l'ont emmené en fait à réformer considérablement l'approche médicale de cette époque. On est 2600 ans en arrière là quand même, hein. Et de proposer une vision, plus moderne, et on considère Hippocrate comme un médecin moderne pour l'époque, puisqu'il va quitter petit à petit cette vision cette pensée magique finalement pour se questionner, sur, l'environnement, l'alimentation. On lui prête, parmi d'autres petites phrases connues, que ton aliment soit ton premier remède. Et effectivement, il va beaucoup insister sur cette partie-là, l'alimentation, l'hygiène de vie au quotidien, l'exercice physique, et la santé aussi psychique, c'est-à-dire comment est-ce que je gère mes émotions. Et il va développer donc une école de médecine qui va s'étendre dans toute la Grèce, vraiment, puisqu'il va quitter son île, laisser son école à son beau-fils, je pense, c'est ça? Et lui va développer en fait cette nouvelle vision de la médecine dans toute la Grèce antique, et elle va se développer et donc prévaloir pendant quasiment 2000 ans en Europe, jusqu'à on va dire la période plus récente, plus moderne, le siècle des Lumières, où les sciences vont prendre vraiment un essor important. Et là, on commencera à expliquer beaucoup de choses, mais parfois en les expliquant, on en arrive à regarder le détail, mais on en oublie l'ensemble, et c'est ce qui s'est produit un petit peu ces derniers siècles, on va dire, depuis 3-4 siècles, et qu'à force de vouloir et de pouvoir, hein, tout expliquer, ce qu'on ne remet absolument pas en question l'approche scientifique, qui justement nous permet de mieux comprendre les phénomènes, on a pensé à un moment qu'il suffisait de supprimer par exemple des symptômes, il suffisait d'intervenir sur un système ou un organe, et à partir de là, tout était résolu. Or, on constate aujourd'hui, après un siècle, je dirais, pratiquement du XXe siècle à aujourd'hui, que ce n'est pas si simple, hein, on le voit bien, les maladies évoluent. On parle de maladies de civilisation aussi, des maladies qui n'existaient pas il y a pas si longtemps que ça en arrière, hein, le diabète, des cancers qui ont existé dans une lointaine époque, mais qui ne se développent pas dans dans des proportion aussi importante, et d'autres maladies, le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies auto-immunes, qui se développent de manière exponentielle dans les pays occidentaux. Donc en fait là, la médecine constate, bien sûr, elle va essayer d'endiguer toutes ces maladies, mais non pas qu'elle ne le fasse pas bien, elle le fait avec ses propres outils, mais en oubliant ce contexte environnemental, cette alimentation, cette hygiène de vie et la notion de terrain. Alors en médecine, on connaît cette notion de terrain, on parle plutôt d'homéostasie, c'est-à-dire qu'on va chercher
à faire en sorte que les grands équilibres physiologiques, biologiques ne soient pas perturbés. Et pour autant, l'intervention ne va pas être en amont, ce qui est le propre de ces médecines traditionnelles grecques et notamment de la naturopathie, de s'intéresser justement à ce qui se produit en amont de la maladie et d'éviter qu'elle n'arrive et qu'elle ne se développe. En fait, la maladie, alors nous, à l'instar des homéopathes, nous n'utilisons pas le terme de maladie au pluriel, puisque ça, en fait, ça relève vraiment du diagnostic médical, qui est le seul capable de diagnostiquer une maladie. Nous parlons de la maladie, c'est-à-dire d'un long processus, un processus qui va s'inscrire d'abord à bas bruit, et puis qui va petit à petit émerger avec la manifestation de symptômes suffisamment forts et marqués pour que le médecin dise, ben voilà, vous avez telle maladie et je vais vous donner tel traitement pour faire disparaître ces symptômes. Alors, bien sûr, c'est un peu aussi réducteur, hein, la médecine s'intéresse à la cause et cherche aussi, que ce soit dans la génétique ou dans d'autres voies. Mais ce qui caractérise la naturopathie, c'est ce regard qu'elle porte en fait sur la cause. Hippocrate disait à ses disciples, quand un de vos patients vient vous voir, il vous parle de ses symptômes et de sa maladie, cherchez la cause. Lorsque vous pensez avoir trouvé la cause, recherchez la cause de cette cause. Et puis ensuite, recherchez la cause de la cause de la cause. Un fil qu'on tire comme ça, évidemment, parfois à l'infini, mais qui prend en considération justement des éléments qui n'étaient pas toujours assemblés entre eux, c'est-à-dire le corps physique, l'esprit, les émotions, certains diront la spiritualité dans le sens, non pas religieux, hein, une croyance, simplement l'élever son esprit et voilà, s'ouvrir aussi à une dimension beaucoup plus vaste. Et puis finalement l'écologie relationnelle, hein, comment est-ce que je fonctionne avec mon environnement? Est-ce que je suis influencé par cet environnement? Je parle du relationnel bien sûr, comme de mon environnement immédiat. Qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que je mange? Et on sait que quasiment dans l'histoire de l'humanité, en un siècle, nombre de produits, de techniques et de moyens chimiques sont arrivés jusqu'à nous alors qu'ils n'existaient pas avant et nous devons nous adapter à tout cela, ce qui n'est pas du tout évident. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, font partie de ces nouvelles causes qu'on ne connaissait pas avant. Mais la recherche de la cause est importante, c'est-à-dire que si on peut supprimer cette cause ou au moins agir sur cette cause, on va éviter que le terrain ne se dégrade. Et c'est ce qui est recherché en naturopathie, comme le faisait Hippocrate. Les anciens aussi parlaient de vitalité, c'est important, nous sommes des vitalistes. Alors ça, c'est une notion aussi qui, depuis le siècle des Lumières, a été beaucoup discutée. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'une force vitale, d'une énergie de vie. En fait, vous avez par exemple c'est connu dans les traditions orientales qui ont moins de problèmes avec cette assimilation de la partie physique ou énergétique entre elles. On parle de ki, de prana par exemple, de chi hein, dans les traditions orientales. Les Grecs parlaient du pneuma, en fait, une énergie très subtile qui sous-tend tout le vivant. Et cette idée aussi, c'est d'aller chercher en fait quelles sont les réserves vitales que nous avons, dont nous disposons, et comment nous pouvons les mettre en œuvre pour équilibrer notre terrain, comment nous pouvons aussi faire en sorte de ne pas perdre ou de ne pas disperser cette énergie de façon à ce qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie. Comme on dit, idéalement, il faudrait mourir en bonne santé, c'est-à-dire on peut rajouter des années à la vie, mais si c'est pour être malade pendant 10 ans ou 15 ans avec une maladie chronique, donc l'idée c'est de pouvoir conserver en fait son état de santé le plus loin possible, et donc pour ça avoir une très bonne vitalité, et cette notion vitaliste, elle participe aussi de cette démarche naturopathique comme les anciens, et nous nous interrogeons aussi sur voilà, les réserves vitales, la force vitale, c'est comme ça que nous l'appelons, l'énergie vitale aussi des personnes que nous accompagnons. Et un autre point, qui est le dernier, hein, sur cette approche justement hippocratique de la santé, c'est de s'interroger sur l'état du milieu intérieur. Alors à l'époque, Hippocrate, dans ses écrits, ne parle pas de cela, mais il parle des humeurs, en fait. Alors nous, on en a gardé être de bonne ou de mauvaise humeur, mais il y a quand même un lien intéressant entre les deux. Les humeurs, en fait, ce sont les liquides qui baignent tout notre organisme, nos cellules, le sang, la lymphe, les liquides intracellulaires. Certains liquides à l'époque, on ne savait pas trop ce qu'il voulait dire par là, l'atravil, on peut considérer peut-être que c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des hormones, mais en tout cas tous ces liquides, tout ce milieu humoral pour Hippocrate et ses disciples, c'était très important parce que dès qu'il y avait un déséquilibre de ce milieu, c'est un peu comme un substrat finalement sur lequel les cellules se développent, et bien les cellules ne peuvent plus se nourrir correctement et ne peuvent plus éliminer correctement, et donc elles commencent à dysfonctionner, ce qui va entraîner une dysfonction de l'organe pour lequel elles sont programmées aussi, et voire même du système dans lequel elles sont insérées. Donc en fait, cette question du milieu intérieur, donc des humeurs, est quelque chose qui est vraiment très très important pour la médecine hippocratique, mais en naturopathie aussi, notamment au travers, vous avez
peut-être entendu parler aussi en tout cas dans le langage courant, on utilise encore ces termes, de ces tempéraments hippocratiques, le sanguin par exemple, le lymphatique, le nerveux, qui sont, alors des comportements, mais qui sont aussi en lien avec le bilieux aussi, qui sont en lien en fait avec ces liquides et ces humeurs, qui pourraient être en excès, qui pourraient peut-être s'exprimer d'une façon trop importante, et notamment au travers du comportement. Donc en fait, au-delà de simplement la partie physiologique de ces humeurs, il y a aussi une partie comportementale, et c'est ce qu'on doit à Hippocrate, on appelle donc ces tempéraments les tempéraments hippocratiques. Alors nous, à l'école, on est vraiment, enfin en tout cas moi, je suis particulièrement attaché à cette grille de lecture. C'est une grille en fait qui permet de mieux comprendre la personne en face de nous, mais ça ne s'agit pas de mettre des personnes dans des cases, hein, évidemment. Et donc, au travers de tout cela, l'évaluation de la force vitale, l'évaluation du milieu moral, la recherche de la cause, en fait, c'est ce qui a prévalu pendant des siècles, d'ailleurs, dans cette médecine traditionnelle européenne, d'inspiration grecque, et qui a petit à petit disparu depuis, on va dire, 2 siècles à peu près, où là, l'avènement, on va dire, de la vision plus moderne, hein, qui est, voilà, qu'on ne rejette absolument pas, puisqu'on s'appuie nous-mêmes sur cette vision aussi pour comprendre tous ces mécanismes qui nous intéressent en naturopathie, a fait oublier finalement cette approche globale et disséquer finalement l'être humain en petites parties, sous-parties, sous-sous-parties, et jusqu'au point aujourd'hui d'avoir beaucoup de spécialistes du corps humain, mais voilà, la vision plus globale, je crois que ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié, c'est ce que nous proposons, nous, en naturopathie. Alors, ça, ce sont on va dire, des fondamentaux hein, de la naturopathie, donc en tout cas la manière dont on l'enseigne dans l'école, et pour moi c'est important, c'est vraiment de là que vient véritablement le courant naturopathique moderne. Au-delà de cela, il y a bien sûr au travers de ces grilles de lecture des tempéraments, la morphopsychologie par exemple, l'observation de l'iris également, des moyens d'évaluer ce terrain, cette force vitale, et donc on va apprendre également, bien sûr, moi j'ai utilisé ces approches pendant 30 ans dans mon cabinet, à évaluer tous ces éléments au cours d'un entretien qui en général dure une bonne heure, et ensuite faire une analyse et une synthèse pour pouvoir comprendre finalement ce qui dysfonctionne, essayer de trouver la cause probable, essayer également de soutenir la vitalité et surtout de donner les moyens, et c'est là où interviennent donc ces outils, je disais au début très réducteurs quand on dit que le naturopathe se fait avec des plantes, qui peuvent bien sûr s'appuyer sur des plantes, sur des oligo-éléments, sur l'alimentation principalement, sur l'exercice physique, sur l'utilisation de l'eau, de toutes sortes de façons, hein, voilà, des bains dérivatifs, des saunas, surtout du hammam pour l'eau, d'autres techniques, voilà, des bains hypercaloriques, des bains froids, enfin voilà, beaucoup d'utilisation de l'eau traditionnelle, hein. Ça remonte même aux Romains qui utilisaient énormément cette approche de l'eau dans les soins, le soin par l'eau, hein, SPA, le spa qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, ce sont les outils que l'on va proposer à la personne, une fois analysée la situation, de façon à ce qu'elle se les approprie. Donc, il y a un rôle de pédagogie également pour le naturopathe. Et cette pédagogie va permettre surtout que la personne en face de nous s'approprie les moyens de sa santé et qu'elle se prenne en main, véritablement. Donc, il y a vraiment une recherche d'autonomie. Alors, ça n'est pas simple, parce que c'est une voie qui peut être exigeante, hein. C'est plus facile aujourd'hui, on est une société de consommation, même le soin est consommé, hein. Voilà, j'ai mal à tel endroit, je prends une pilule, c'est réglé. Par contre, se poser la question de pourquoi j'ai mal et pourquoi ça revient et est-ce que je peux changer quelque chose dans ma vie, ça c'est déjà plus difficile. Ça exige aussi un investissement personnel et ça exige pas mal de changements parfois pour les personnes qui vont s'y coller en venant voir un naturopathe. Et bien sûr, l'idée, en fait, c'est qu'on puisse permettre à chaque personne d'être autonome, complètement autonome et actrice aussi de sa santé, véritablement. Et c'est pour ça aussi, j'insiste sur cette partie. Il y a deux manières de faire de la naturopathie. On peut faire de la naturopathie. Alors ça, c'est assez simple, hein. Vous lisez quelques bons bouquins, vous suivez 2-3 visios, vous allez faire un week-end par-ci par-là. Et puis là, vous pouvez faire de la naturopathie au quotidien dans votre vie. Donc ça, c'est super parce que c'est déjà mettre en place des changements. Mais être naturopathe, c'est une véritable pratique professionnelle qui est une pratique de relation d'aide qui demande des bases très solides avec une analyse complète, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et surtout d'être capable de mettre en œuvre des moyens avec pédagogie pour que la personne puisse devenir autonome. Donc il y a vraiment un champ d'action qui est très vaste, qui va de cette analyse profonde du terrain, des causes, jusqu'à une analyse qui va permettre de comprendre quelle est la stratégie à mettre en œuvre, et elle est différente pour chaque personne. Si vous m'avez suivi, dans une même journée à mon cabinet, je pouvais avoir 2 ou 3 personnes qui venaient en me disant: «Écoutez, je viens vous voir, on m'a dit qu'il fallait voir un naturopathe parce que j'ai un diabète». Aucune de ces personnes ne repart avec les mêmes conseils. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes.
Ce sont des personnes qui ont un parcours de vie différent, une alimentation différente, des croyances différentes. Je ne parle pas de croyances religieuses, hein, croyances autour de l'alimentation, par exemple, de l'exercice physique, peut-être aussi des émotions, que certains gèrent bien, d'autres moins bien, du stress. Donc tous ces éléments vont faire que pour chaque personne, les conseils qui vont lui être donnés, quelle que soit la maladie, même si elle est identique pour plusieurs personnes, sera différente. Donc en cela, c'est exigeant pour le naturopathe, dès lors qu'il a compris la démarche, et aussi pour la personne en face. Donc il y a des personnes qui, pour qui c'est trop difficile, qui ne reviennent pas, voilà. Donc j'avais aussi des clients qui ne revenaient jamais me voir. Et puis ceux qui reviennent, alors qu'ils vont se mettre, ou qui reviennent très tard. À mes stagiaires, je parle toujours de ce monsieur qui est venu 11 ans après la première consultation. Je l'avais vu à Marseille, et 11 ans plus tard, il revient à la deuxième consultation. Il me dit: «Je ne sais pas si vous vous souvenez de vous», alors comme je gardais toutes mes fiches pendant toute ma carrière, j'avais la fiche sous les yeux, je lui dis: «Oui». Il me dit: «Écoutez, ce que vous m'avez dit à l'époque, ça y est, je suis prêt maintenant». Alors je dis toujours: «Il y a le temps nécessaire à chacun». On n'est pas du tout sur la même temporalité, Mmh. et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi voilà, cet accompagnement de l'humain, avec ce qu'il est, comme il est, et puis d'être, voilà, capable d'être à son écoute, de ne pas forcer les choses, de ne pas être dogmatique. Moi, en tout cas, je suis adogmatique par rapport à l'alimentation, par rapport aux conseils, aux outils que j'utilise, parce que je considère que chacun doit s'approprier les moyens de sa santé, et c'est ce que l'on propose en naturopathie. Voilà, j'ai été rapide, mais je voulais vous brosser un tableau assez général. Bon, ce que je vous raconte là, on l'explique pendant plusieurs jours, hein, voire même la première année, à l'école. Donc voilà, c'est simplement pour bien, situer cette pratique de la naturopathie professionnelle. Voilà, pour moi, c'est très différent, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions, et voilà, au début, je regardais ça avec bienveillance. Maintenant, je commence un petit peu à m'insurger sur ce que je peux voir, parce que parfois ça commence à être vraiment, limite, hein. Vous savez, on a la responsabilité des personnes qui viennent en face de nous. On a une profession qui est non réglementée en France, donc on doit faire très attention à ce que l'on fait. On doit avoir conscience aussi de l'engagement dans lequel on est. Moi, j'ai eu la chance, hein, d'exercer 30 ans à une époque où même les naturopathes étaient très peu connus. J'ai jamais eu de problème avec personne, avec des médecins. J'ai travaillé, main dans la main aussi, m'envoyaient parfois leurs patients. Et moi, je renvoyais aussi mes clients, puisque j'avais aussi besoin d'eux. Donc mais c'est un véritable, travail en profondeur, et qui nécessite aussi une vraie transmission, d'un professionnel à un autre. C'est le cas chez nous, hein, dans l'école. On connaît tous nos formateurs depuis de nombreuses années. Ce sont des personnes qui exercent, et il me semble que c'est un métier qu'on ne peut pas, transmettre autrement que par cette transmission face à face, avec une expérience à transmettre véritablement humaine. Ça, c'est vraiment très important, et c'est ce qu'on vous propose dans l'école sur 3 années. Et là, c'est plutôt Charlotte qui, prendra le relais, mais de nombreuses matières, hein, elle vous le montrera avec un petit PowerPoint là, de nombreuses matières sont à connaître, tant dans les fondamentaux qu'ensuite dans les outils pratiques du naturopathe, et aussi, moi, c'est ce que je fais de plus en plus maintenant sur, la 3e année, j'accompagne les stagiaires, à la consultation, et je leur transmets mon expérience. Voilà, je tiens absolument à tout transmettre pour qu'ils aient tous les outils et les moyens, que j'ai moi-même mis en œuvre et qui ont fonctionné, et ce sont des véritables entraînements, voilà, Charlotte vous expliquera ça tout à l'heure, qui sont, en face à face avec des clients, et ça, c'est important parce que, si vous souhaitez en tout cas embrasser cette profession, c'est quelque chose de passionnant. On parle de l'humain, on est vraiment dans une démarche humaniste aussi, dans une relation d'aide, et donc c'est pareil, hein, le comportement aussi vis-à-vis de nos clients, les échanges également, les discussions que nous avons avec eux, la consultation qui est une anamnèse, c'est-à-dire vraiment une recherche, profonde de tous les moyens qui vont nous permettre de comprendre cette personne. Eh bien ça demande beaucoup d'entraînement, et c'est ce qu'on propose aussi dans l'école au cours de ces 3 années.